Bonjour à tous. C'est toujours un peu frustrant de pas se voir, hein, enfin pas se voir en vrai, je veux dire, pour faire simple, mais c'est vrai que ça simplifie souvent l'organisation. Donc l'objectif de cette réunion d'information, c'est clairement de répondre à vos questions, bien sûr, mais de vous faire une petite présentation générale de ce qu'est cette formation auquel un certain nombre d'entre vous s'intéressent. Alors, comme on l'a écrit sur la première page, effectivement, si vous pouvez couper vos micros et le cas échéant faire signe quand vous avez la volonté d'intervenir, et évidemment, on vous laissera toute une période pour poser des questions de toute façon, sachant que vous pouvez aussi les écrire évidemment dans le partage, comme ça nous permet le cas échéant d'y répondre en fin de session. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va débuter. Qui partage, en fait, c'est Mélissa, c'est ça, qui partage le... Voilà. Alors, on va peut-être Oui, passer c'est le... Alors, j'ai peut-être manqué à tous mes devoirs en ne commençant pas à vous dire qui vous avez en face de vous et qui au sens pluriel du terme, puisque ici, on est plusieurs à effectivement être vos interlocuteurs en la matière. Alors, Mélissa, qui est ici et qui est un maillon incontournable de cette formation parce que c'est elle qui a, en tant qu'assistante de formation, la lourde charge de répondre à toutes vos questions, notamment administratives, et toute la gestion de la logistique de cette formation, et donc qui sera amenée au cours de cette session à vous dire un petit peu, enfin quelques mots en tout cas de l'organisation et des problématiques logistiques. Thibaut, qui est donc professeur à l'université Paris-Dauphine et qui est co-directeur de cette formation avec moi. Et comme c'est la deuxième session, on est très content de retrouver en tout cas un nouveau groupe. Et puis moi qui suis secrétaire générale de France MNE, donc France MNE qui est une association qui regroupe, alors sûrement certains d'entre vous sont peut-être membres ou connaissent, enfin peu importe, en l'occurrence, une association qui regroupe des professionnels du M&A. Et en fait, c'est notre co-initiative France M&A Dauphine de proposer cette formation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Du coup, on avance. Alors, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que peut-être certains connaissent. On est une association professionnelle comme beaucoup d'autres. On fait partie d'un groupe. On regroupe à peu près 365 professionnels du conseil en M&A, sachant que le conseil en M&A, pour ce qui concerne les gens qui le pratiquent au sein de notre association, ça veut dire effectivement d'accompagner les chefs d'entreprise, leurs actionnaires dans des projets qui peuvent être effectivement des projets de M&A pure, cession, acquisition bien sûr, donc croissance externe, toute opération de transmission, bien sûr, mais aussi des opérations de recherche de financement et en particulier ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la levée de fonds, qui pour nous veut dire à la fois la levée de fonds au sens investisseur financier au capital des entreprises, mais aussi, bien évidemment, tous les financements structurés qui accompagnent ces levées de fonds, bien évidemment. Alors, pourquoi on a décidé, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, d'essayer de proposer cette formation, tout simplement parce que l'objectif de CNCF France M&A, c'est d'essayer d'accroître la visibilité de la profession. Et pour accroître la visibilité de la profession, l'objectif, c'est aussi de mettre en avant et de renforcer le professionnalisme de l'ensemble des personnes qui pratiquent ce métier. Je ne sais pas d'où vous venez les uns et les autres, mais clairement, on est tous issus de mondes professionnels divers. On arrive souvent à ce métier par des chemins qui ne sont pas toujours les mêmes, avec des formations initiales qui sont différentes, avec un track record qui est différent aussi. Et la logique, en tout cas, dans laquelle on s'inscrit, nous, au sein de CNCF France M&A, c'est d'essayer, bien évidemment, de définir ce que sont les bonnes pratiques dans nos métiers et à quoi correspond un véritable professionnel du M&A. Donc, l'objectif et l'ambition de cette formation, c'est d'essayer, en effet, de définir ce que sont les bonnes pratiques en la matière et puis de donner à chacun le cadre qui leur permettra de les mettre en œuvre. Suite. On est à l'initiative de cette formation, clairement, mais avec un apport évidemment très important de Dauphine.
Alors, il a du mal à avancer. Ah, Ah bon, il est fatigué à cette heure-là, c'est comme tout le monde. Ouais, je vais voir si c'est je l'heure peux. du goûter pour les C'est enfants. ça. Bon, un peu plus que le goûter, presque l'apéro là. Voilà. Bah, Bon, alors là, je vais laisser la la parole parole. à Thibaut parce que Dauphine, c'est son rayon, hein, Bah, même voilà, si j'en suis c'est diplômée. mon rayon. Merci, merci Corinne. Donc moi, je suis professeur de droit privé et de sciences criminelles, comme on dit, à l'université Paris-Dauphine. Cela fait 12 ans maintenant que je suis professeur dans ce bel établissement. Qu'on appelle Université Paris-Dauphine, mais qui en réalité, depuis déjà quelques années, n'est pas du tout une université, c'est ce qu'on appelle un grand établissement, c'est une qualification juridique qui est identique d'ailleurs à celle de Sciences Po, uniquement pour signifier que c'est une université qui, depuis ses origines, en fait, sélectionne tous ses étudiants dès la première année. Donc c'est une, entre guillemets, université sélective. Et donc comme les universités sont officiellement pas sélectives, bah, c'est donc assez naturellement un grand établissement qui est donc très connu pour justement sa sélection qui est assez drastique. Donc nous avons en fait assez peu d'étudiants puisque nous les sélectionnons d'entrée de jeu. Nous sommes d'ailleurs plutôt en pyramide inversée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a moins d'étudiants au début qu'à la fin, puisqu'on recrute au fur et à mesure. Et du coup, on a développé la formation continue. C'est un peu plus récent, mais extrêmement puissant déjà au niveau de la formation continue, puisqu'on a 3 exécutives MBA, on a bon, donc du coup beaucoup de formations du coup diplômantes et pas uniquement de la formation continue comme vous pouvez la connaître par ailleurs, où on assiste à des formations et puis voilà. Là, c'est vraiment de la formation diplômante très euh, plutôt haut de gamme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Corinne, qui est ancienne d'ailleurs de Dauphine, a contacté Dauphine puisqu'elle savait que Dauphine faisait de la formation continue et permettait de mettre sur pied des formations diplômantes. Donc, je tiens à préciser que c'est un certificat de conseil en MNS, ce n'est pas une simple formation continue ordinaire, c'est une formation diplômante. Et donc, on insiste là-dessus, puisqu'il y aura un examen, évidemment, final pour attester que bah, tous les participants ont bien suivi la formation et surtout assimilé cette fameuse formation. Alors, quand on parle de Dauphine aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est le fameux PSL. Vous êtes nombreux à connaître Dauphine, mais alors on se demande à quoi signifie PSL. PSL, ça veut dire Paris Sciences et Lettres. Ça fait depuis 5-6 ans en réalité que toutes les grandes universités françaises se sont regroupées dans des espèces de conglomérats. Enfin, pour ce qui concerne l'université PSL, c'est un conglomérat qui réunit un peu toutes les grandes pépites parisiennes avec l'école normale supérieure, les mines de Paris, des écoles d'art également. On a même l'Observatoire de Paris. Enfin bon, on a plusieurs petites pépites. Et quel est l'intérêt de ce regroupement? Bah, c'est uniquement pour gagner en visibilité internationale. Et du coup, Dauphine fait partie de PSL et en faisant partie de PSL, ben, on gagne en visibilité puisque PSL, aujourd'hui, dans les classements internationaux, c'est à peu près la 25e université mondiale. Donc il y a plusieurs classements, mais ça signifie quand même que PSL est souvent placé en première université française du coup. Donc c'était ça la stratégie, c'est de gagner en visibilité internationale. Et du coup, évidemment, au niveau du classement français, on apparaît en tête souvent, avec Saclay qui a Polytechnique aussi, où on est au coude à coude. Mais voilà, donc la galaxie PSL, c'est évidemment un très grand nombre de composantes qui sont très différentes hein, les unes des autres, mais avec pas mal de passerelles hein, aujourd'hui, avec des étudiants qui commencent à l'ENS, qui vont après à Dauphine, ou l'inverse, qui commencent à Dauphine, qui vont après à l'ENS. Donc il y a des passerelles entre les établissements et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un gros conglomérat un peu de grandes pépites françaises.
Alors maintenant, je crois que je vais relaisser la parole à Corinne qui va nous expliquer le pourquoi du comment de cette formation. Alors oui, pour reprendre, je dirais le sujet qui, en tout cas, un sujet qui nous motive particulièrement au sein de l'association. Ce certificat, c'est pas juste pour le plaisir de former des gens et de travailler avec Dauphine, que je connais en effet depuis longtemps. C'est d'abord, bien évidemment, de revendiquer une qualité de prestation sur le marché. Et donc, l'objectif de ce certificat, c'est vraiment de donner à chacun et à chaque professionnel qui exerce ce métier ou qui va l'exercer, puisqu'on a aussi des gens qui rentrent dans l'association en ayant pour objectif de commencer à exercer ce métier, un certain nombre, en l'occurrence, d'éléments qui leur permettent de réaliser au mieux les opérations en matière, bien évidemment, de négociation, d'ingénierie financière, d'ingénierie juridique. L'objectif étant bien évidemment aussi de s'inscrire dans un processus de déontologie et de bonne pratique de manière à pouvoir ensuite communiquer sur ce sujet-là. Alors, il est clair que notre objectif dans la formation, c'est évidemment d'appréhender les règles qui sont applicables à l'exercice de ce métier, de comprendre les enjeux de nos clients, c'est quand même important, d'appréhender les éléments de la négociation, d'acquérir des compétences essentielles sur les éléments techniques, et j'insiste sur ce sujet-là parce que ça a son importance. On parle bien évidemment de finances, mais on parle aussi d'éléments juridiques, même si tout le monde sait probablement autour de cette réunion que nous ne sommes pas avocats, donc nous n'avons pas vocation à rédiger les actes, mais puisque nous sommes en charge de la négociation, appréhender ce que sont les éléments juridiques, ça nous permet de mieux faire notre métier. Et c'est maîtriser évidemment la méthodologie, les outils qui permettent de mener une mission de M&A de bout en bout. C'est ça notre objectif en tout cas, et on a décortiqué l'ensemble de ces objectifs avec, je dirais, un certain nombre de thématiques en tout cas qui vont égrener la formation qui dure à peu près, qui dure pas à peu près, qui dure 9 jours, plus l'évaluation. L'objectif étant qu'en ces 9 jours, effectivement, on essaye d'être, je dirais, le plus exhaustif possible. Alors, bien évidemment, on ne l'est pas et on ne pourra pas l'être sur une durée de cette nature. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de répondre à l'ensemble des éléments qui sont inscrits sur cette page et qui permettent de faire de l'ensemble des participants des professionnels aguerris de nos métiers. Exactement. Donc, si on regarde à qui s'adresse cette formation, ça s'adresse bien sûr aux adhérents de France M&A, bien sûr, et à toutes les équipes de ces adhérents. En fait, ça s'adresse à toute personne qui souhaite devenir conseil en M&A, hein, tout simplement. Alors, conseil en M&A, c'est soit à titre individuel, hein, on en a certains déjà hein, qui se sont manifestés pour justement changer de voie et développer cette nouvelle activité. Mais on en a aussi qui travaillent déjà dans des structures existantes, des banques ou d'autres institutions financières, et qui veulent développer justement ce côté M&A, puisque l'institution, évidemment, même dans un cadre en étant salarié, hein, en un mot, on peut aussi être amené à développer de nouvelles compétences. Donc ça s'adresse aussi bien, j'allais dire, à des professionnels libéraux qu'à des salariés. Voilà, et le but, évidemment, c'est de permettre à ces professionnels d'avoir quand même une formation diplômante. Donc, du coup, il y a quand même certains prérequis attendus parce que la formation ne dure que 9 jours, ce qui est évidemment un peu assez court, hein, compte tenu de la mission et de la difficulté de la mission. Hein. C'est un métier qui est quand même très difficile. Comme Corinne l'a rappelé, en fait, c'est un métier qui est d'autant plus difficile qu'en réalité, le conseil en M&A est un professionnel non réglementé, c'est une profession non réglementée au milieu de professions toutes réglementées, entre le commissaire aux comptes, l'expert comptable, l'avocat, le fiscaliste. Donc évidemment, il faut absolument que ce chef d'orchestre ait un minimum de connaissances préalables, parce que c'est sûr qu'en 9 jours, ça serait totalement impossible. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on
fait passer un entretien dit de sélection entre guillemets, uniquement pour s'assurer que la formation qu'on propose est en adéquation tout de même avec le niveau attendu, enfin les prérequis attendus qu'on a en tête, donc qui ne sont pas très précises, parce que les profils, vous voyez, tout le monde vient d'horizons très différents. Il y en a qui viennent de finance, d'autres qui viennent du droit. Bon, donc par définition, le M&A, comme ça couvre plusieurs métiers, on peut venir de plusieurs métiers, mais c'est vrai qu'il faut un minimum. Vous voyez, on ne pourrait pas prendre des personnes qui ne connaîtraient rien au droit, à la finance. Ça serait quand même totalement impossible. Pour les former en 9 jours, ça serait évidemment totalement impossible. Donc voilà, donc à qui s'adresse cette formation? Ça s'adresse à des professionnels. C'est déjà la base, ce n'est pas des étudiants, hein, ce sont des professionnels qui souhaitent développer une activité de M&A et donc gagner en compétences sur ce domaine et qui ont déjà un minimum de connaissances en la matière pour leur permettre évidemment d'assimiler 9 jours d'intervention qui vont être du coup assez denses. Hein. Vous doutez que ça va être évidemment des interventions assez denses, même si c'est sur 3 mois. 3 mois, ça paraît long. Mais en réalité, 9 jours sur 3 mois à assimiler, non, ça va nécessiter quand même certains efforts de la part des participants pour justement travailler avant et après chaque intervention pour pouvoir bien assimiler justement l'intervention et pour pouvoir être à l'aise le jour de l'examen terminal, c'est-à-dire la 10e journée qui sera consacrée à l'examen terminal. Alors, si Mélissa met la slide, effectivement, donc sur la formation, donc c'est une formation officiellement de 10 jours, mais en réalité, il y a 3 modules de 3 jours, plus une journée d'évaluation, donc qui est un peu à part, la journée d'évaluation. Et ces 3 modules de 3 jours, on les a structurés, donc à chaque fois, ça veut dire en 3 mois, 3 jours sur chaque mois. Donc 3 jours d'affilée, hein, donc les plannings ont déjà été faits, Mélissa a peut-être dû vous envoyer déjà les plannings. Donc 3 jours d'affilée, donc il faut évidemment libérer 3 jours dans son planning. Et avec donc 3 thèmes, avec le premier thème qui est le thème d'entrée, c'est les différents acteurs. Un autre thème qui est évidemment le processus de négociation. Et puis le troisième et dernier thème qui est un peu plus technique sur les aspects juridiques et fiscaux. Alors, sur le premier thème, donc les différents acteurs, évidemment, le premier acteur, ça sera d'ailleurs avec Corinne, ça sera le conseil en M&A, hein, donc Corinne qui exposera ce que c'est qu'un conseil en M&A, quel est son environnement d'ailleurs juridique, qu'est-ce qu'on attend de lui, quelles sont ses obligations déontologiques. Donc ça, c'est évidemment la base de la base. Le deuxième jour sera plutôt consacré à l'évaluation et à la méthodologie, surtout. Donc ça, c'est généralement les participants sont très preneurs de cette journée-là parce qu'évidemment, c'est une journée où en fait, vous avez compris, de toute façon, l'évaluation, c'est de la pifométrique, mais on ne peut pas le dire. Donc, il faut essayer de rendre ça rationnel. Donc, il faut gagner en rationalité justement sur l'évaluation d'entreprise. Donc, ça nécessite justement d'être assez fort en technique d'évaluation pour avoir un discours justement rationnel vis-à-vis des 2 parties, aussi bien du vendeur que de l'acquéreur. Et ça nécessite quand même de bien s'y connaître et déjà d'avoir bien en tête les différentes techniques d'évaluation, enfin différentes approches d'évaluation, et puis les différents modèles après d'évaluation, l'aspect surtout mathématique, pour pouvoir tout de suite avoir en tête que si on touche à tel paramètre, qu'est-ce que ça va tout de suite entraîner au niveau positif ou négatif, vous voyez, sur l'entreprise. Et puis la troisième journée sera consacrée plutôt aux financiers dans ce genre d'opération, c'est-à-dire plutôt les banquiers et leur logique un peu particulière au niveau du financement,
avec des outils aussi un peu particuliers qu'il faut aussi avoir en tête, puisque les banquiers, évidemment, utilisent des véhicules, comme on dit gentiment, de financement. Et donc, effectivement, il faut aussi avoir en tête tout ça. Alors, le deuxième module, c'est un module, alors je vais peut-être laisser Corinne parler de ce deuxième module. Oui. Alors, le deuxième module, c'est, si on peut dire, le module clé, on va dire, de notre pratique, puisque en l'occurrence, c'est un module qui va viser à parler du process dans les opérations de cette nature, c'est-à-dire à la fois ce qu'on a appelé la session d'un bloc de contrôle, c'est-à-dire les opérations de M&A au sens strict du terme, cession-acquisition, et le deuxième process qui nous intéressera, c'est l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire, puisque bien évidemment, cette entrée, elle travaille, enfin, elle se fait également sur des modalités qui ne sont pas si différentes que ça d'une opération de M&A traditionnelle, mais avec des dimensions spécifiques. Et en fait, ce qu'on doit dire, et je sais que nous ont rejoint quelques-uns des membres de la première promo, merci Emmanuel, et je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre, il me semble aussi, qui diront quelques mots tout à l'heure pour dire tout le mal qu'ils pensent de la formation qu'ils ont suivie, bien sûr, ça va sans dire. Mais en fait, on a, pardon pour eux, utiliser aussi cette première session pour faire un certain nombre d'ajustements, d'adaptations qui nous ont été, je dirais, parfois soufflés par rapport à la performance de la formation. Et notamment, on doit vous annoncer que sur la prochaine session, on a décidé d'une petite innovation pour finalement obliger nos apprenants à travailler de façon régulière. Et en l'occurrence, on aura pour la prochaine session un cas transverse qui aura vocation à servir de base de travail et qui sera remis aux candidats quelques semaines avant le début de la formation, qui servira en l'occurrence de cas pratique pour finalement traiter de l'ensemble des sujets de la formation et qui, à l'occasion des 2 jours qui étaient consacrés à la session d'un bloc de contrôle, donneront lieu vraiment à, je dirais, un cas transverse, pratique, extrêmement concret en l'occurrence. L'objectif étant de ne pas rester dans la théorie et dans l'anecdote, mais bien d'amener les gens à travailler sur cette dimension particulière. Voilà, donc ça c'est la petite innovation, petite, enfin pas si petite, innovation de cette situation. L'objectif dans ce module-là, c'est de parler évidemment de négociations, des éléments qui amènent à ce qu'un deal se fasse ou ne se fasse pas, et évidemment des options qui sont à notre disposition pour négocier au mieux ou l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire ou bien une acquisition ou une cession en fonction de la situation dans laquelle on se positionne. On aura à cette occasion des professionnels de ces métiers-là, hein, bien évidemment en tant que formateurs. Alors, le troisième module, c'est les aspects juridiques et fiscaux. Donc, ça, c'est plutôt ma partie, avec une première journée donc, consacrée aux documents juridiques liés aux sessions de contrôle. Le but, c'est de se mettre dans la peau quand même du juriste et de tout de suite mesurer quelle est la problématique du juriste. Le juriste, lui, il a pour mission de faire en sorte que le contrat soit juridiquement valable. Donc, il faut savoir, mais qu'est-ce que ça signifie qu'un contrat de cession de contrôle juridiquement valable? Et donc, on verra qu'effectivement, a priori, ça doit être très simple, hein, il suffit que le prix soit déterminé ou déterminable. Sauf que quand on a dit ça, bah, on n'a pas résolu la problématique parce que justement, la problématique, c'est de déterminer le prix souvent. Et on voit bien que bah, du coup, il faut mettre sur pied un contrat qui tienne quand même la route avec éventuellement des clauses de garantie de passif qui tiennent également la route. Donc tout ça, évidemment, suppose bah, de comprendre les problématiques et de voir quels sont les outils éventuellement juridiques à disposition, parce que c'est ça aussi la difficulté de l'exercice, c'est qu'en fait, c'est un contrat qui n'est pas vraiment réglementé, et comme il n'est pas véritablement réglementé, ben, il y a beaucoup de marge de manœuvre possible, ce qui est évidemment une grande chance, hein, mais justement, il faut savoir saisir ces opportunités qui sont laissées aux rédacteurs. Et donc, il ne faut pas s'enfermer dans des schémas trop de copier-coller qui, en fait, bah, souvent ne fonctionnent pas. Donc là encore, c'est ce qu'on veut essayer de montrer.
La deuxième journée sera plutôt consacrée donc au pacte d'actionnaires. Donc ça, c'est quand on veut faire rentrer un nouvel actionnaire au capital de la société. Bah, c'est sûr qu'il va falloir rédiger intelligemment le pacte d'actionnaires pour voir. Donc là, il faudra se mettre à la place, évidemment, du nouvel entrant, se mettre aussi à la place des anciens associés, et puis essayer de voir comment on peut élaborer, donc du coup, un pacte d'actionnaires qui tienne la route. Et puis la troisième journée, ça sera la fiscalité des opérations de M&A. Fiscalité, comme toujours, il y a un aspect assez technique dans la fiscalité, mais il y a un aspect aussi, dès qu'on a compris les grandes règles, de toute façon, on vous ferait toujours intervenir plutôt des fiscalistes pour valider l'opération, comme toujours, puisque la fiscalité, malheureusement, les règles fiscales changent beaucoup trop souvent. Il suffit qu'il y ait un arrêt du Conseil d'État qui tombe et puis ça peut tout changer. Donc évidemment, par prudence, on fait toujours tout valider par un fiscaliste, mais c'est quand même mieux quand on connaît par avance les grands principes et qu'on peut voir tout de suite là où il y aura éventuellement des opportunités pour qu'il y ait, dans le langage courant, le moins de frottements fiscaux possible, comme on dit, c'est-à-dire le moins d'imposition possible, parce que c'est souvent des opérations avec des montants quand même conséquentes. Et le but, c'est évidemment de réduire la facture fiscale au final. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'outils à disposition qui sont parfaitement légaux. Donc, on n'est pas là à proposer des montages qui seraient un peu suspects du point de vue de l'administration fiscale, donc ils sont complètement légaux. Mais encore faut-il connaître ces schémas, des schémas assez sains, avec par exemple des fusions avant, après, des apports partiels d'actifs. Voilà. Donc là encore, en fonction de ce que veulent les parties, essayer de voir qu'il y a beaucoup d'outils à disposition et de voir comment on peut utiliser intelligemment ces différents outils. Et donc à la fin de ces 3 modules, donc il y aura une journée d'évaluation, donc ça sera un mois après, avec une épreuve écrite. On avait laissé plutôt un QCM. Bon, on se laisse la possibilité de faire soit un QCM, soit au contraire une épreuve écrite un peu différente. Structuré. Et un peu plus structurée, voilà, avec des réponses. Parce qu'un QCM, si c'est pour mettre oui, non, c'est toujours un peu délicat. En revanche, on peut faire une sorte de QCM avec des réponses ouvertes, j'allais dire, un peu plus longues. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a fait cette année. Et puis, l'après-midi, c'est un grand oral devant un jury, donc composé de 2 ou 3 personnes. Et le but, là, c'est on vous met en situation et on attend de voir comment vous allez réagir face à la situation. Là encore, le but, c'est de montrer votre capacité d'adaptation face à une situation et à voir ce que vous avez retenu de la formation pour voir ce qui pourrait éventuellement s'appliquer. Donc là encore, il n'y a pas une réponse type. Souvent, c'est plus il y a une réflexion devant nous, parce que comme il y a plusieurs schémas, c'est anticiper éventuellement les pistes, voir quelles sont les pistes qui pourraient aboutir, celles qui mènent à des impasses, et voilà, avoir cette réflexion devant nous. Donc voilà ce qu'on attend le jour de l'examen terminal. Donc je vais vous laisser avec plutôt Mélissa, parce que c'est Mélissa qui s'occupe des candidatures et qui pourra vous expliquer plutôt ce qu'on attend plus précisément au niveau des modalités d'inscription. Merci Thibaut. Alors effectivement, les prérequis demandés pour cette formation, c'est d'avoir donc le bac+2 ou équivalent et d'avoir une maîtrise des bases de l'analyse financière. Donc, si vous correspondez aux prérequis, ce que l'on vous propose, c'est de remplir un dossier d'inscription qui se trouve sur le site internet de Dauphine. Je vous mettrai le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder directement au formulaire.
Et en complément de ce dossier d'inscription, il faudra également envoyer un CV avec une lettre de motivation. Donc, ils vont mettre en évidence du coup les attentes, votre expérience et tout ce qui va être en cohérence et en cohésion avec la formation, avec les projets que vous voulez mettre en place par rapport à la formation. Et donc, vous pouvez envoyer donc tout cela à mon adresse mail melissa.boutet-thomas@dauphine.psl.eu que je vous mettrai également dans le chat afin que vous puissiez cliquer directement. À l'issue donc de l'envoi des documents et du dossier d'inscription, nous allons programmer donc soit avec Thibaut Massard, soit avec Corinne Prévitali un entretien téléphonique, comme il vous l'expliquait précédemment, afin de voir si la candidature correspond effectivement aux attentes de la formation. Et donc, hop, je passe à la slide suivante. Donc, cette formation, là, on va parler plutôt d'un volet financier. Donc, vous avez plusieurs possibilités de financement. Vous avez soit un financement donc, qui est possible à titre personnel. Vous pouvez également le faire avec le CPF. Donc, le CPF avec mon compte formation. Donc, cette formation peut être mobilisée jusqu'à hauteur de 4 000 euros. Donc là, pour ça, s'il y a un souci au niveau de, voilà, si vous voulez le mobiliser, ça sera directement avec moi qu'il faudra voir. Vous pouvez également faire une demande de financement auprès de votre entreprise. Donc, soit l'entreprise paye la formation, soit elle peut également demander une participation de l'OPCO, de son OPCO. Donc, ça va dépendre de quel OPCO à laquelle elle est rattachée. Donc après, si vous êtes également indépendant, vous dépendez également d'un OPCO, ça peut être FIF-PL ou AGFIS. Là, ça va être au cas par cas, donc nous pouvons également voir cela ensemble. Donc également en termes de candidature au niveau des dates, donc la rentrée est au 27 septembre. Nous avons fixé la date limite de réception des candidatures au 5 septembre, donc pour toutes les personnes qui ont un financement, parce que c'est vrai que ce sont des procédures qui sont relativement longues et pour pouvoir vraiment mobiliser et ne pas tomber au dernier moment et se dire que le financement ne peut pas aboutir, on vous propose vraiment de le faire au 5 septembre. Après, si vous n'avez pas de financement, on a possibilité de décaler cette candidature à un petit peu plus tard. Là, pareil, ça va être effectivement au cas par cas. Et donc, cette formation, elle est au coût de 5 900 euros net de taxes. Et pour les adhérents de la CNCEF, il y a un prix qui est à 4 900 euros. Et donc, pour résumer, donc cette formation se passera donc à l'Université Paris-Dauphine sur le campus de la Défense, donc qui se trouve au pôle universitaire Léonard de Vinci. Et comme il a été expliqué plus tôt, donc c'est 9 jours de formation et une journée d'évaluation. Donc ça sera 3 jours ouvrés consécutifs par mois. Donc si je me rappelle bien, ce sera les mercredis, jeudis et vendredis. De toute manière, je vous enverrai les plannings, le calendrier prévisionnel et les plannings à l'issue de la réunion. Merci Mélissa. Merci. Alors, je pense que Mais, oui. ouais, je pense que ce serait bien, peut-être qu'on laisse 2 minutes la parole à Oui. quelques personnes qui ont participé à la première session. Alors, j'ai vu, je répète Emmanuel, j'ai vu Marc peut-être, non, c'est ça? Il y avait Marc. Oui. Bonsoir. Ouais. Donc, peut-être, si vous avez envie de dire 2 mots sur cette formation, le souvenir que vous en avez gardé, je ne sais pas, à vous dire. Emmanuel, tu démarres? Bien, bonjour tout le monde. Alors, oui, je vais dire 2 mots. Moi, je me suis lancé en M&A il y a 2 ans après une carrière de dirigeant d'entreprise. Donc, cette formation est tombée à pic. Elle répond, comme l'a dit Corinne en introduction, à plusieurs objectifs. L'objectif principal pour moi, c'est effectivement de nourrir ce label de qualité sous l'égide du bureau de France M&A et de pouvoir contribuer au fait que quand on arrive avec le label France M&A et le label Dauphine, on rassure l'écosystème et nos clients sur le fait que nous sommes des professionnels hautement qualifiés et de grande qualité. Donc ça, c'est vraiment un objectif dont je pense qu'il est bien qu'avec Dauphine, il puisse irriguer jusqu'au plus profond de toutes nos organisations, que ce soit les associés ou les collaborateurs. Ça ne fait que crédibiliser la démarche et ça vient donner du crédit à l'association quand elle travaille à vouloir influencer notre écosystème. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, vous l'avez compris, moi j'étais nouveau sur ce métier du M&A, donc la formation elle m'a permis 3 choses.
Bon, d'abord, une prise de recul par rapport à mon peu d'expérience, et c'est toujours bon, un peu comme sur un format MBA, de prendre du recul après un peu de pratique pour remettre en cause ce qu'on a fait et reprendre un peu de théorie. Donc ça, c'était un des aspects extrêmement positifs. Ça m'a amené des compétences techniques très clairement que je n'avais pas. Donc la partie décrite par Thibaut tout à l'heure sur la montée en compétences techniques, elle est vraiment là, elle est vraiment présente. Et puis enfin, la qualité des échanges, alors que ce soit avec les enseignants, intervenants, et puis surtout avec les autres membres du groupe. Alors il y a Gaël Gélino qui est là aussi, et Marc, vous direz, mais je trouve qu'un des grands bienfaits de ces formations, c'est l'échange qu'il peut y avoir et le haut niveau de qualité de ces échanges. Et encore une fois, que ce soit avec les professeurs ou les intervenants, et puis les autres membres du groupe, ça crée une communauté intelligente, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ça m'a apporté et de la compétence et un grand bol d'air frais. Donc, encore une fois, merci aux intervenants, merci Corinne, merci Thomas, et merci à mes camarades de classe. Merci, Emmanuel. J'ajouterais là-dessus que c'est aussi notre objectif qui n'est pas d'avoir un groupe de 30 personnes, hein, c'est clair. Notre objectif, c'est d'avoir un groupe qui soit suffisamment diversifié, mais pas trop élevé en nombre, de manière justement à permettre cet échange, parce que nous, on considère, et on partage cet avis avec Thibaut, que la formation, elle n'est pas que descendante, clairement, elle est aussi transversale entre les membres du groupe, puisque une partie des gens qui sont là sont des professionnels qui ont déjà une pratique, alors longue ou pas longue, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui avaient des pratiques plus longues qu'Emmanuel, et qui ont été là quand même pour re-questionner leur pratique, justement, et puis faire en sorte de valider un certain nombre de choses, de compléter éventuellement certaines pratiques. Donc, il y avait des gens qui débutaient quasiment, des gens qui avaient déjà quelques années de pratique, d'autres plus. Et je crois que c'est aussi important de montrer qu'effectivement, la formation, elle se passe aussi au sein des personnes qui sont dans le groupe et pas que entre les intervenants et les apprenants. Sachant que dans les intervenants, on n'en a pas parlé, mais au-delà de Thibaut qui est ici et de moi, il y a évidemment des banquiers, des gestionnaires de fonds d'investissement, des gens qui font de la gestion de patrimoine. Bref, il y a des gens diversifiés qui sont à la fois des théoriciens et des praticiens sur les sujets qui sont ceux de nos métiers, de manière à pouvoir partager aussi une expérience et pas seulement enfin, je dirais une technicité en l'occurrence. Voilà. Bon, mais il faut bosser quand même parce que ça prend du temps et ça prend la tête, hein. Donc, Oui. il faut travailler quand même un petit peu, mais c'est très, très riche. Je vais peut-être je vais suivre de mon côté. Donc, Marc Verclit, donc bonsoir à tous. En fait, moi, j'ai rejoint cette formation après 5 mois d'expérience M&A, donc aucune expérience. Venant du secteur bancaire, donc j'étais vraiment en attente de beaucoup d'informations. Enfin, j'avais tout à découvrir sur le métier. Et je pense qu'en fait, quand on est en cabinet, on n'a pas vraiment l'occasion de prendre beaucoup de recul et de hauteur sur le métier, avec souvent des collègues qui sont dans leur dossier, qui essaient de nous consacrer du temps, mais qui n'ont pas forcément la disponibilité pour appréhender le métier de façon globale. Et donc, en fait, cette formation a vraiment cette grande qualité, c'est de nous donner une vision vraiment généraliste et à la fois technique du métier, avec toutes les options qui peuvent se présenter à nous, différentes situations. Enfin voilà, c'est de nous rendre le plus opérationnel possible, même s'il y a encore beaucoup de choses à creuser, ça c'est évident, puisqu'il n'y a pas un dossier qui ressemble à un autre. Mais vraiment cette vision globale, et puis les échanges avec nos formateurs qui sont tous des professionnels, est vraiment d'une richesse voilà, très forte. Autre point très positif aussi, la levée de fonds, qui est souvent une matière, enfin c'est des dossiers qui peuvent se présenter à nous également dans l'activité M&A. Ça aussi, c'était aussi très bien, très enrichissant. Voilà. Beaucoup de travail, surtout si on passe les examens à la fin sur l'ensemble des items. Donc le fait de les répartir par module, ça me paraît plus judicieux. Ça évite de bachoter comme des
comme défaut, quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous les formateurs. C'était vraiment très bien. Merci, On Marc. tient vos remarques, hein, messieurs. Et Gaël aussi. Oui, je veux bien intervenir. Bon, ça sera rapide, hein. Voilà, merci de nous avoir invités déjà. Effectivement, je rejoins les propos de mes collègues. Moi, j'avais une expérience un peu plus importante dans le M&A que mes deux autres collègues parce que ça faisait déjà 2-3 ans que je pratiquais. Mais malgré tout, j'ai appris encore beaucoup de choses. Donc, c'est bien de se structurer, même si on a quelques années d'expérience, parce que ça permet de remettre un peu les choses dans l'ordre et les intervenants sont vraiment de qualité. Et c'est vrai que les échanges entre nous font qu'on sort de la formation grandi avec un bagage intéressant. Ce que je dois vous dire, c'est que moi, ça fait plus de 35 ans que je fais ce métier et que j'apprends encore des choses. Donc, ça laisse de la marge pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, d'en apprendre encore. Voilà. Et on espère qu'on y contribuera. Il y a Bon, est-ce peut-être qu'il y a des questions? des questions, oui, des questions. Tout à l'heure, quelqu'un avait levé la main. Alors, attends, je regarde dans la conversation. Ouais. Non, il n'y a pas de questions en conversation, mais tout à l'heure, une personne avait levé la main. Alors, Jean-Pierre Abadia, pardon. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation, elle était très intéressante et elle me donne encore plus envie de l'intégrer, donc c'est parfait. J'avais une question, Corinne, vous en avez un petit peu parlé. Nous serons à peu près combien dans la formation? On sera. Aujourd'hui, on doit avoir une dizaine, je crois, de candidats, je dirais, qui ne sont pas encore totalement validés. En règle générale, on ne sera pas plus de 15 de toute façon, clairement. C'est plutôt Pas plus de 15, non, parce qu'après, c'est trop compliqué à gérer. D'accord. Pour nous, c'est le grand maximum pour justement réussir à créer un groupe qui va interagir indépendamment, je dirais, de l'intervention des formateurs. J'ai compris. Pardon d'être très pragmatique, mais j'ai compris qu'il allait y avoir un entretien. Quand aurons-nous les réponses? On a les réponses au mois de septembre ou on a les réponses plutôt rapidement si on a candidaté Tout de suite. Dans les jours qui suivent l'entretien. D'accord. D'accord. On n'aura pas à attendre les 2 mois d'été. D'accord. Okay, c'est tout pour moi. J'enverrai mon dossier très rapidement maintenant. Merci. Très bien. On sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, c'est 3 jours par mois. Alors, il y avait une question. S'il y avait une question. Alors, c'est 3 jours par mois, donc sur 3 mois de formation. Exactement. C'est exactement ça. C'est, on a essayé de trouver c'est le rythme classique en matière de formation permanente. C'est-à-dire qu'on estime que pour un professionnel, il ne peut pas être formé plus de 3 jours par mois. Donc, voilà. 3 jours. Puis ça permet 3 jours consécutifs, c'est aussi l'objectif pour que les provinciaux puissent venir à Paris, bloquer un déplacement, etc. Parce que l'objectif, c'est pas que tout le monde fasse des allers-retours en permanence. On est quand même tombé, messieurs, vous êtes là, on est tombé, et certains sont provinciaux dans leur exercice en tout cas, on est tombé sur des périodes de grève, on a quand même réussi en gros à maintenir le cap et à avoir pas trop de problèmes, je dirais, logistiques sur le sujet. Donc 3 fois 3 jours, ça se gère. Voilà, c'était un peu ça notre objectif en tout cas. Alors, combien de promotions par année? Alors, en réalité, là, il n'y a pas du tout de chiffres. Pourquoi? Parce que ça dépend du nombre en fait de personnes intéressées. Alors comme effectivement c'est une formation diplômante, on se doute que dans un premier temps, évidemment, il y a beaucoup de conseillers en M&A qui vont vouloir acquérir ce label et qui vont vouloir suivre. Donc évidemment, on s'adapte. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être absorber un flux de professionnels qui ont complètement la compétence, mais qui veulent le label. Et donc, voilà, on s'adapte. Mais on se doute que par la suite, normalement, on devrait avoir qu'une promotion par an, 1 à 2 maximum, mais pas plus. Mais là, peut-être que dans un premier temps, on voit bien qu'il y a quand même une forte demande de la part du monde professionnel. Donc, la promotion était à peine sortie, qu'on nous demandait d'en faire une autre. Voilà. Mais je vous dis, c'est dans un premier temps, peut-être qu'il y aura
peut-être 2 ou 3 maximum, mais voilà. Oui, Après, clairement. Je pense. voilà. Après, le but, c'est pas non plus, c'est pas pour nous. Pour nous, on veut pas en avoir trop dans l'année, hein. Ça, c'est sûr. On a entendu de ces messieurs que c'était beaucoup de travail pour les apprenants, c'est aussi pas mal de travail pour les autres, hein, donc Ouais, pour ouais. nous en particulier. Donc, et on veut continuer à faire les choses le mieux possible. Donc l'objectif, c'est effectivement de se dire que 2 par an, ça paraît logique. En tout cas, Ouais. beaucoup plus, ce sera compliqué. Ou alors, il faudra qu'on démultiplie les équipes. Et pour l'instant, c'est pas prévu. En tout cas. D'autres questions? Alors, pouvez-vous préciser l'aspect extrêmement pratique et accessible de la localisation? Alors, le pôle Léonard de Vinci est juste derrière comment appelle-t-on ça? Le CNIT. Non, ouais. Comment appelle-t-on ça? C'est La Grande Arche. la Grande Arche, La pardon. grande. La Grande Arche, je vais y arriver. C'est juste derrière la Grande Arche, donc c'est un grand pôle universitaire. Il y a d'autres universités à l'intérieur de ce centre. Il y a Schema, entre autres. Il y a l'université Paris-Dauphine, mais uniquement pour la formation permanente. Avant, il y avait toutes les formations en finance, mais qui ont Financière. rapatrié Dauphine, Porte Dauphine. Et donc, c'est un centre universitaire, donc il faut montrer patte blanche. Vous aurez des badges pour pouvoir rentrer. Au niveau, j'allais dire, au niveau de la restauration, on a plutôt été en dehors d'ailleurs du pôle universitaire. Il y a des très bons restaurants, hein, juste à côté, parce que c'est la Défense, donc évidemment ils sont rodés, ils savent faire. Manger en 40 minutes, on arrive à bien manger en 40 minutes, donc ça c'est quand même pas mal. Mais sinon, dans le pôle universitaire lui-même, il y avait des restaurants aussi. Je voulais juste insister. Derrière la Grande Arche, ouais. Je voulais juste insister, en fait, Thibaut, sur l'aspect extrêmement pratique de la localisation au pôle Léonard de Vinci pour ceux qui arriveraient de loin et l'accessibilité extrêmement simple en RER et en métro. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais. Oui, c'est vraiment. Oui, souvent plus pratique que Dauphine pour les gens qui viennent Ah bah oui. du Canada. Enfin, que Dauphine historique, je veux dire. Ouais, ça, Dauphine, c'est très peu pratique. De toute façon, Dauphine actuellement est en pleine reconstruction. Et donc c'est encore moins pratique qu'avant, hein, parce qu'il y a des bruits de perforeuses. Non, bref, Dauphine n'est actuellement pas totalement opérationnel, et donc c'est bien mieux d'être à la Défense. D'autres questions? Alors, Julien Perrault, allez-y. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on vous entend. Oui, c'est bon, super. Ma question s'adressera peut-être plus à Corinne, dans la mesure où vous avez pas mal échangé sur les modalités d'évaluation, et notamment sur ce que vous avez appelé une innovation à travers un cas pratique qui devrait évoluer au fil des modules. Et je voulais savoir comment ça se combine avec la dernière journée qui consiste à nous évaluer, en fait. Alors, le sujet, c'est, ouais, si je peux me répondre, le sujet, c'est que on avait effectivement initialement fait une évaluation dont le format était facile à opérer, parce qu'on voulait d'abord essayer de comprendre comment allait se passer, je dirais, l'évaluation en finale. Aujourd'hui, on constate effectivement que l'évaluation en finale, et on est au clair, hein, c'est une formation qui n'est que de 9 jours, mais elle est dense. Et c'est vrai qu'elle est dense et sur beaucoup de matières très différentes. Donc, par nature, imaginer qu'il n'y ait qu'une évaluation terminale sur ce sujet-là est un inconvénient. Parce qu'on sait tous, on est tous des professionnels. Évidemment, entre les formations, on a de l'activité. Et donc, un certain nombre de gens se retrouvent à essayer. Pardon ? Moi, je t'entends assez mal. Je ne sais pas si les autres sont loin. Non ? Tout va bien ? Non, ça va. Si je ferme ma caméra, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je t'entends mieux, oui.
Je t'entends mieux. Ouais. Donc je disais que je dirais une évaluation purement terminale pour nous est une évaluation dont on a pu se rendre compte et les gens qui ont participé à la formation et qui sont là pourront le confirmer. C'est très très chronophage en phase finale parce que c'est difficile de se discipliner pour, je dirais, réviser entre deux sessions et du coup on se retrouve à la fin avec une somme assez considérable de choses à appréhender. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité d'abord intégrer un cas pratique en termes de préparation initiale avant même la formation. L'objectif étant quelque part d'avoir une évaluation aussi un peu en contrôle continu, si on peut dire, parler, je dirais, éducation. Ce cas, il donnera lieu à une restitution, évidemment, en cours de formation et donnera lieu finalement à une appréciation qui permettra, le cas échéant, de rentrer dans l'évaluation finale. Et je ne pense pas que ce cas servira, en tout cas, d'évaluation finale, mais l'objectif pour nous, c'est pour ça qu'on a dit épreuve écrite plutôt que QCM, parce que l'objectif, c'est peut-être pas de rester sur de pures questions, mais peut-être d'aller plutôt vers des petits cas supplémentaires qui pourraient être traités à cette occasion, aussi bien dans le cadre de l'épreuve écrite que le cas échéant dans le cadre du jury qui suivra. Donc à ce stade, on n'a pas définitivement arrêté le format final, mais en tout cas, le cas transverse, il servira clairement en tout cas d'un travail de groupe au sein de la formation qui donnera lieu à restitution. Donc ce ne sera pas juste un cas dans lequel nous, on vous donnera la solution, ce sera un cas sur lequel vous serez obligé de travailler tout au long de la formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah, si, c'est très clair, c'est très clair. Oui, merci beaucoup. Alors pour préciser, effectivement, enfin les participants nous ont clairement indiqué qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont essayé de bachoter une semaine avant l'épreuve finale, mais alors réviser 9 séances même en une semaine, ça devenait quasiment mission impossible. Donc notre but, c'est de vous faire travailler au fil de l'eau. Mais alors, on aurait pu vous mettre un QCM à chaque début de module. Sur le module précédent, on a préféré, en fait, vous soumettre un cas. On va vous placer par groupe de 3-4. Et en fait, vous aurez donc le cas d'un module à préparer un mois avant, du coup, en groupe de 4. Et le jour J, qui sera généralement le premier jour du module en question, eh bien, on demandera à l'un des membres de restituer, l'un des membres du groupe, de restituer ce qu'il a trouvé comme solution. On comparera évidemment entre les différents groupes. Le but étant évidemment de jouer sur l'intelligence collective pour faire émerger une solution qui pourra satisfaire tout le monde. Et puis là-dessus, justement, l'intervenant pourra revenir un peu sur les fondamentaux. Et donc, ça permettra tout de suite de commencer au moins cette journée avec déjà un prérequis bien solide, parce que tout le monde aura quand même déjà en amont travaillé la séance. Ouais. Donc, on a préféré faire ça pour vous permettre d'abord de travailler entre vous, que tous les participants puissent travailler ensemble, donc se connaître, développer des idées. Donc, on essaiera de vous mettre par groupe, par justement niveau. Quand je dis niveau, c'est pas par niveau, mais par compétences multiples. On va essayer de faire des groupes avec un financier, plutôt un juriste, en multipliant les compétences, en jouant sur cette intelligence collective pour pouvoir, d'entrée de jeu, vous voyez, être sûr, avant même de commencer la séance, d'avoir déjà des informations qui seront, on espère, mieux assimilées parce que justement, vous aurez réfléchi par avance. C'est ça l'idée. Plutôt que de devoir bachoter bêtement par la suite, on préférait que, non pas le bachotage, mais la réflexion se fasse en amont. Il y a une question supplémentaire là dans le chat concernant l'aspect international de la formation. Alors, on ne va pas se mentir, sur une formation de 9 jours,
on n'aura pas le temps d'aborder le sujet du transnational. Il est clair qu'un certain nombre des notions qui vont être abordées sont tout à fait transposables sur les deals internationaux, mais en tout cas, il n'y aura pas de formation spécifique sur cette partie-là. Aujourd'hui, 9 jours, c'est insuffisant pour rentrer dans ces détails-là. Non, c'est un peu difficile, même si je dois le concéder. Moi, mon intervention, en fait, il y a toujours une holding. Alors, soit il y a une holding luxembourgeoise, là, c'était une holding belge pour un peu corser l'action et puis pour un peu corser le discours. Mais en plus, c'est des cas très fréquents, hein, les holdings familiales. Une holding familiale, même pour des petites opérations, entre guillemets, on en retrouve fréquemment, mais ce n'est pas des grandes opérations internationales. Ça, c'est sûr que non. On peut pas. C'est pas la même approche juridique ou fiscale. Ce serait pas possible. En revanche, actuellement, on peut donner des éléments internationaux, mais pas. Non, c'est pas attendu. C'est pas attendu de. Voilà. Simplement, il faut comprendre souvent pourquoi je mets une holding, là j'ai mis une holding belge, parce que vous allez vous retrouver face à des vendeurs ou des acquéreurs, vous allez vous demander mais pourquoi c'est monsieur un tel, mais pourquoi en fait celui qui vend c'est la holding, une holding belge, quel est l'intérêt, c'est quoi cette affaire? Donc il faut juste expliquer l'intérêt pour justement le vendeur, en l'occurrence c'était le vendeur, pourquoi il est une holding belge, quel est l'intérêt pour lui. Oui. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Alors il y a une autre question sur la formation est-elle inscrite au RNCP? Alors ça c'est peut-être Mélissa qui peut répondre. Effectivement, alors la formation est rattachée à un bloc de compétences au RNCP, ce qui permet le financement par le CPF. Voilà, s'il y a besoin d'autres précisions. Mais du coup, c'est effectivement, cela permet de pouvoir financer, entre autres, par les entreprises et le CPF en plus. Merci Mélissa. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, il n'y a pas vraiment d'autres questions. Alors, il y a monsieur Christophe Tribot qui est en train de taper peut-être une question. On va attendre. Après, vous aurez le droit de poser d'autres questions si vous en viennent plus tard. Hein. Vous n'êtes pas. Bien sûr. De toute façon, vous pouvez passer par Mélissa. Hein. J'étais en train de vous écrire, mais je vous remercier pour cette présentation qui confirme, donc comme le monsieur le disait tout à l'heure, l'intérêt pour cette présentation. Bon, en même temps, ça fait peur, mais les témoignages ont été plutôt rassurants. Donc voilà. Le but. On est des formateurs bienveillants. Hein. On est des formateurs bienveillants, malgré tout. Non, mais je sors d'une formation MBA pour tout vous dire, et c'est vrai que cet aspect-là n'a pas forcément été très abordé sur le long terme. Et du coup, c'est l'intérêt pour moi d'aller vers ce type de formation. Alors, je ne suis pas du tout ni banquier, ni chef d'entreprise, mais voilà, l'intérêt est vraiment majeur. Mais voilà, c'est effectivement de l'investissement, ça faut en être conscient. Investissement en temps et en réflexion, comme le disait le monsieur dans le témoignage tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, en tout cas, à titre personnel, vous donnez envie de poursuivre l'aventure. Voilà. Super. Oui, par rapport aux MBA qui durent plus d'un an, c'est 18 mois, voire parfois plus. Effectivement, là, ça ne dure que 3 mois, c'est beaucoup plus raisonnable comme durée. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est du conseil en M&A. Hein, c'est quand même une activité qui nécessite beaucoup de compétences. Mais là encore, ça nécessite beaucoup de compétences. Il y a aussi c'est des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure par la suite. Ce qu'il faut, c'est partir sur de bonnes lignes, dans une bonne direction, et puis après, on se forme, heureusement. Il y a beaucoup de conseillers en M&A qui sont formés par eux-mêmes, mais c'est vrai que le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus qualitatif aujourd'hui. C'est clair.
Alors, je reprends juste la main parce que je rebondis sur le bloc bloc RNCP. Alors, Oui. on m'a glissé dans l'oreille. Effectivement, je viens de reprendre la formation, donc je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Donc, mea culpa, la formation n'est pas au RNCP. Ah. Par contre, effectivement, elle est bien rattachée pour le bloc CPF. D'accord. Écoutez, je vois que nous avons pas mal de messages de personnes qui nous remercient pour cette présentation. Donc, on va peut-être vous clore cette Libéré. présentation. Et puis, de toute façon, Mélissa, c'est notre assistante de formation, votre assistante de formation. Donc, elle est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, nous aussi, de toute façon, on sera là pour répondre à vos questions parce que dès que vous présenterez votre candidature, ben, de toute façon, il y aura un entretien. Et dans le cadre de l'entretien, ce n'est pas un entretien pour tester vos connaissances, hein, on vous rassure, mais c'est plus pour s'assurer que ben, vous avez bien compris ce qu'il en était de cette formation et que ça soit en adéquation avec ce que vous cherchez surtout. Hein. C'est surtout ça, c'est pour éviter que vous perdiez votre temps. C'est pas le but de la formation. Le but de la formation, c'est de vous fournir une formation adaptée à vos besoins. Donc c'est pour ça qu'on vérifie avant. Hein. C'est pas autre chose. Hein. On vous rassure. Hein. Tout à fait. C'est pas une interrogation, en effet. Non, c'est pas du tout. On va pas tester vos connaissances. Hein. Ça, rassurez-vous. Ça, ce sera après. Oui, malheureusement, c'est à la fin. C'est ça. À la 10e journée. Ça Exactement. Mais là encore. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Et puis, on espère que, effectivement, un maximum d'entre vous seraient confortés dans l'idée de nous rejoindre. À très bientôt, alors. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.